Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, on commence par Retro Magic. Pourquoi? Parce que je suis un fan de Wonder Boy, voilà. Et j'ai découvert Wonder Boy sur le tard, mais vraiment sur le tard. Pas le Wonder Boy classique où on court et on saute au-dessus d'un œuf et on chope une hache. Non, tous les autres Wonder Boy, ceux qui étaient sur Mega Drive, qui étaient un peu plus Heroic Fantasy, aventure, etc. Tout cela, je les ai découverts sur le tard et je les ai faits, mais genre sur la Wii ou des trucs comme ça, et je kiffe grave Wonder Boy, voilà. Donc on commence avec le Retro Magic de Wonder Boy, pour me faire plaisir. Ensuite la critique du jeu Crisis 3, ensuite un reportage sur SimCity qui revient. Mais on commence avec les news. Thomas Was Alone est un jeu indé développé par Mac Bissell, un jeu minimaliste sur l'amitié entre formes géométriques et l'importance du saut dans la vie. Oui, il ne faut pas être sectaire, un cube peut tout à fait filer un coup de main à un rectangle, de quelque dimension que ce soit, pour qu'ils puissent rejoindre ensemble la sortie délimitée sur mesure pour chacune de ces formes. Et ne vous faites pas avoir par les graphismes minimalistes du titre. Celui-ci a bénéficié de l'aide des artistes de motion capture les plus performants. Ah, ou pas, me dit-on dans l'oreillette, cette dernière vidéo datant d'un 1er avril. Quoi qu'il en soit, le jeu est sorti sur Windows et Mac en novembre 2012 et devrait être disponible sur le PlayStation Store d'ici peu de temps. Le jeu devrait être cross-buy, ce qui veut dire que si vous achetez une copie pour PS Vita, vous pourrez y jouer sur PS3 et inversement. Skullgirls est un jeu de baston indé sorti en dématérialisé en avril 2011, développé à la base par Revenge Labs. Direction artistique splendide, anime 2D super soigné, game system qui tient la route, le jeu avait surpris agréablement malgré le nombre de personnages jouables assez faible. Mais cela n'était pas suffisant visiblement, et on apprend qu'en juin 2011, pour des raisons qui restent nébuleuses, toute l'équipe du jeu a été purement et simplement virée. Qu'à cela ne tienne, la dite équipe, menée par le joueur Mike Zemont et l'artiste Alex Ahad, fonde son propre studio, Lab Zero Games. Avec le soutien de son éditeur Autumn Games, l'équipe va continuer à travailler sur l'univers de Skullgirls. Le 25 février, le studio lance une campagne sur le site de financement participatif Indiegogo pour permettre de terminer le développement d'un nouveau personnage pour le jeu, Squiggly. Il sera disponible en DLC gratuitement pendant 3 mois pour tous les possesseurs du jeu. Ceux qui ont participé à la campagne auront en plus droit aux petits bonus habituels de ce genre de système. Les 150 000 $ ont été rassemblés auprès de 2800 joueurs en à peine 24 heures. Prochain objectif, la barre des 375 000 $ durant la vingtaine de jours restante pour créer Big Band, le premier personnage masculin du titre, qui serait toujours disponible en DLC gratuit les 3 premiers mois. Avant de vous décider à participer ou non à cette campagne, vous pourrez toujours revoir la critique de Skullgirls sur No Life Online. Après un premier trailer sorti il y a quelques temps, qui mettait surtout l'accent sur son ambiance, Mars Warlogs, le RPG développé par le studio français Spiders, se dévoile un peu plus via un trailer qui présente son système de combat avec plus d'images de gameplay. On retrouve donc Roy Temperance, le héros du jeu, face à différents adversaires. Le système de combat sera influencé par la nature RPG du jeu. Les points d'expérience acquis durant l'aventure pourront être utilisés pour débloquer des pouvoirs sur les 3 arbres de compétences que possède le titre. Combat, dont le nom semble assez clair et les images assez explicites, pour être un expert au corps à corps ou massue en main, technomancien pour maîtriser éclairs et autres pouvoirs électriques ressemblant à de la magie, renégat pour une approche de type infiltration. Si le jeu se dévoile un peu plus, il ne dit pas encore sa date de sortie par contre, si ce n'est courant 2013. Je vais vous parler un petit peu des jeux sur smartphone parce que dernièrement je suis beaucoup dans des trains ou des trucs comme ça, donc je joue sur mon smartphone. Je sais pas pourquoi j'ai écrit Animal Forest, mais si vous aimez Animal Crossing, il y a un jeu qui est sorti sur smartphone qui s'appelle Happy Street. C'est une drogue. Voilà, c'est de la drogue dure. J'y joue depuis novembre. C'est terrible. C'est terrible. Parce que le problème, c'est que c'est un jeu gratuit. Et vous savez, vous pouvez payer certaines choses. Voilà, c'est un free-to-play, mais si tu veux aller plus vite pour construire ta ville, surtout ne tombez pas là-dedans. Mais le jeu est vraiment super bien. Vraiment, on retrouve un petit peu le côté Animal Crossing, un peu moins immersif, un peu moins... Voilà, mais on doit gérer toute une ville. On fabrique des bâtiments. Le but, c'est de créer des magasins pour que les gens aillent acheter des choses. Ils achètent des choses. Nous, on remet des choses à acheter dans le magasin. Ça nous fait de l'argent. Avec cet argent, on peut construire d'autres bâtiments, avoir d'autres gens. Et si on est ami avec des gens via Facebook ou via votre téléphone, et ces gens peuvent venir dans votre ville. Vous pouvez aller dans la ville de l'autre. Vous pouvez échanger des choses, etc. C'est vachement bien fait. C'est très rigolo. Il y a des vannes de cul cachées partout. Alors que c'est tout mignon, tout joli.
Il y a vraiment des belles vannes bien drôles. Je le conseille, mais attention, ne tombez pas dedans. Moi, j'ai dépensé 25 € dans ce jeu. Voilà, alors que c'est un free to play à la base. Et je connais quelqu'un, je ne vais pas citer, qui a dépensé plus de 60 € jusqu'à que quelqu'un efface le jeu de son téléphone pour qu'elle arrête. Ah, j'ai dit elle. Zut. Bref, on regarde la critique du jeu Crysis 3. Non, Retro Magic sur Wonder Boy. Ah, je mélange tout. On commence par mon truc préféré. La série Wonder Boy avait été beaucoup traitée pendant les premières saisons de No Life, et notamment dans Hidden Palace, l'émission de notre estimé confrère, le Dr Lacave. Toutefois, la série n'avait jamais fait l'objet d'un Retro & Magic, affront aujourd'hui réparé. Cette émission se concentrera toutefois sur les épisodes Sega de la franchise, et en particulier la saga Monster World. Le garçon prodige connaît ses premiers exploits sur borne d'arcade en 1986. Développé par Escape, société qui deviendra plus tard Westone Beat Entertainment, Wonder Boy narre les aventures de Buckley Temjin, alias Tom Tom, un petit sauvageon dont la copine, Tanya, a été capturée par Drancon, le seigneur du mal. Tom Tom quitte alors sa jungle pour traquer le vilain et récupérer sa dulcinée. Concrètement, Wonder Boy est un jeu de plateforme 2D typique des années 80, mais qui possède un charme bien particulier. L'univers est coloré, les monstres ont un design soigné, et surtout Tom Tom pourra utiliser de nombreux items comme les hachettes qu'il est possible de jeter sur les ennemis ou la planche à roulettes. Au cours des niveaux, Tom Tom devra également ramasser toutes sortes de fruits pour augmenter son score. Wonder Boy connaîtra un franc succès et de nombreuses adaptations, notamment sur Master System. Sega possédant les droits sur le nom du jeu et sur les personnages, Hudson Soft réalisera une version NES sous le titre Adventure Island, mais ceci est une autre histoire. Onze ans après sa victoire sur Drancon, Tom Tom, désormais adolescent, doit reprendre du service pour sauver Wonderland du maléfique dragon Mecha. Mecha et ses légions ont envahi le pays et l'ont transformé en Monsterland. Seul le Wonder Boy peut espérer triompher de ce nouveau mal. Prenant une tournure nettement plus médiévale fantastique que son prédécesseur, Wonder Boy in Monsterland change également nettement le gameplay. Si on a toujours affaire à un jeu de plateforme en 2D, les développeurs ont ajouté une part d'aventure. Le joueur devra ainsi trouver de l'or pour acheter de meilleures armes et un meilleur équipement au fil de sa progression. La progression au fil des niveaux reste toutefois linéaire, culminant par une confrontation avec Mecha dans son château. Wonder Boy in Monsterland marque les débuts des jeux prenant place au sein de ce qui sera par la suite appelé le Monster World et deviendra le théâtre principal de la série. Sorti originellement sur borne d'arcade, Wonder Boy in Monsterland sera par la suite porté sur de nombreuses machines, et notamment sur Master System. Plutôt que de poursuivre l'orientation jeu d'aventure dans Wonder Boy 3, Westone décide au contraire de revenir aux sources avec un titre purement arcade. Wonder Boy 3 Monster Lair propose des niveaux de plateforme dans l'esprit du tout premier Wonder Boy, alternés avec des phases de shoot 'em up. Un drôle de mélange qui reste toutefois très fun, et l'on retrouve l'univers coloré et le bestiaire typique de la série. S'il n'est pas le meilleur épisode de la saga et clairement moins intéressant que les épisodes Monster World, Wonder Boy 3 n'en reste pas moins un titre divertissant et propose également un mode de joueur, l'un des joueurs incarnant un garçon nommé Léo, et l'autre incarnant une fille, la princesse Pure April. En 1989, la série Wonder Boy délaisse les salles d'arcade avec Monster World 2, le premier épisode de la franchise qui sort directement sur console de salon, en l'occurrence la Master System. Le jeu sortira en Occident sous le titre Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, ce qui n'est pas sans créer une petite confusion avec l'autre Wonder Boy 3 évoqué plus tôt. Pour des raisons de clarté, nous allons privilégier le titre japonais du jeu, Monster World 2. Suite directe de Wonder Boy in Monsterland, Monster World 2 développe l'aspect aventure, proposant une véritable quête non linéaire dans laquelle le joueur est libre d'explorer le monde à sa guise. Le jeu se présente toujours sous la forme d'un jeu de plateforme en 2D, ce qui le place dans la même catégorie que des titres comme Metroid ou Castlevania Symphony of the Night. Monster World 2 préfigure d'ailleurs les premiers instants de Symphony of the Night, car le jeu commence par faire revivre au joueur le combat final de l'épisode précédent. Alors que Tom Tom parvient à vaincre le dragon Mecha, le dragon dans son dernier souffle lui lance une malédiction, le transformant en homme lézard.
Pour reprendre sa forme humaine, TomTom va devoir trouver la croix de la salamandre. Au cours de son périple, il débloquera également d'autres formes comme l'homme-lion ou l'homme-faucon. Monster World 2 est souvent considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la série et l'un des tout meilleurs jeux Master System. Il s'agit d'un classique indémodable sur cette machine, ainsi que sur Game Gear. La série revient en 1991 avec Wonder Boy 5 Monster World 3, connu chez nous simplement sous le titre Wonder Boy in Monster World. Cette nouvelle aventure se déroule bien des années après les exploits de TomTom et met donc en scène un nouveau héros, Shion. Qui dit nouveau garçon prodige dit également nouveau méchant. C'est cette fois-ci le malfaisant Biomecha qui menace Monster World. Si on peut regretter l'absence de transformation similaire à celle de Monster World 2, Shion peut toutefois bénéficier de l'aide de compagnons rencontrés au fil de l'aventure, comme la fée Priscilla, le nain Rota, le faucheur Chabot et le dragon Roto. Ces compagnons ne peuvent toutefois accompagner le joueur que dans certaines zones spécifiques du monde. Comme dans les précédents jeux Monster World, Shion devra améliorer son équipement tout au long du jeu, achetant de nouvelles armes et armures dans les villages visités. Wonder Boy 5 est encore une fois un excellent titre, bourré de clins d'œil aux précédents épisodes. Un élément de gameplay en particulier fait sourire. Dans certains donjons, Shion devra jouer de l'ocarina pour ouvrir des portes, en reproduisant une séquence de notes avec les boutons de la manette. Cette mécanique fait évidemment penser à Zelda Ocarina of Time, qui ne sortira que bien des années plus tard. La saga Monster World connaît un ultime épisode en 1994 avec Monster World 4, qui n'est malheureusement sorti qu'au Japon. Dans Monster World 4, point de garçon prodige, mais une fille prodige, Asha, qui embarque à son tour dans une grande et périlleuse quête pour sauver les esprits élémentaires. Asha se retrouve bientôt accompagnée de Pépé, une sorte de lapin bleu métamorphe et kawaii, qu'elle pourra exploiter sans vergogne pour effectuer des doubles sauts, planer dans les airs ou même bloquer certains dangers comme des coulées de lave. L'univers de Monster World 4 délaisse le côté très médiéval fantasy de ses prédécesseurs et propose une ambiance mille et une nuits aux douces couleurs pastel. Les graphismes du jeu sont très réussis et on retrouve encore une fois de nombreux éléments familiers issus des précédents jeux de la série. Finalement, le seul défaut de Monster World 4 est d'être un poil plus linéaire que Monster World 2 et 3, et n'ayant à l'époque été disponible qu'en japonais, il était le moins accessible des jeux Monster World. Le jeu a toutefois fait l'objet d'une traduction anglaise pour sa sortie sur la console virtuelle de la Wii en 2008. Mieux vaut tard que jamais. La saga Wonder Boy Monster World n'a pas connu d'autres épisodes et a rejoint Alex Kidd et quelques autres au panthéon des grandes séries de Sega méritant de connaître de nouveaux chapitres afin de faire découvrir aux nouvelles générations les exploits des garçons et filles prodiges. Oui, donc je reviens, c'est vrai, on parlait avec Alex hors caméra, et c'est vrai que je disais, faut pas tomber là-dedans dans les free-to-play, etc. Attention, ce jeu, j'y joue depuis novembre, et j'ai mis 25 € dedans, et j'y joue mais plusieurs fois par jour. Il y a certains jeux que j'ai achetés sur Xbox ou PlayStation ou Wii U à plus de 60 €, auxquels j'ai peut-être joué qu'une heure, parce que je me suis dit, oh non, en fait, j'aime pas, ou peut-être 2 heures, et finalement, là, j'ai dépensé 25 € dans un jeu auquel je joue depuis novembre, et qui, dès que je m'ennuie, me fait passer du bon temps. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Mais attention à ne pas dépenser plus. Voilà, moi, ma limite, en fait, je m'étais dit, si je dépense les 30 €, c'est con pour un jeu comme ça. Donc voilà, je me suis arrêté avant. Je pense qu'il faut vous mettre une limite mentale avant, et après, c'est bon. En parlant de jeux free, il y a Into the Dead qui est sorti. C'est Raphaël Descraques qui m'a fait découvrir ce jeu. C'est vachement bien. Déjà, c'est super beau. On peut peut-être voir des images, hein. On voit des images. C'est des zombies. Vous avancez tout le temps. Vous savez, c'est ce genre de jeu comme Temple Run où on avance tout le temps. Sauf que là, c'est en vue subjective. Donc c'est une sorte de FPS. Sauf qu'au début, on n'a pas d'armes, on n'a rien. On avance tout le temps, et on peut juste aller à droite et à gauche. Et le truc, c'est qu'il y a des zombies, c'est tous en ombre chinoise super beau, qui sortent de nulle part des champs, et on doit éviter les zombies. Et en fait, c'est avancer le plus possible. Mais au bout d'un moment, on va passer une forêt, on va passer des champs de maïs. Les champs de maïs, ça fait trop peur. Parce qu'il y a des zombies qui sortent de derrière des champs de maïs. Enfin, voilà. Et on traverse, on avance, et après, on peut débloquer des armes, une tronçonneuse, et on peut tuer les zombies pour avancer plus loin. Et franchement, c'est super beau. C'est une belle expérience de jeu. Ça s'appelle Into the Dead. C'est gratuit.
Voilà. Et maintenant, on regarde la critique du jeu Crysis 3. Là, je me trompe pas. Plusieurs unités du 7 dirigent droit sur votre position. La lessive trafique envers la piste. Entre passionnés de jeux vidéo, il est de bon ton de déclarer que l'on se contrefiche des graphismes, que l'intérêt d'un titre réside dans son gameplay ou son histoire, que les fins connaisseurs que nous sommes sont tous capables de voir au-delà de l'enrobage technique. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit pour bien se faire voir en société, et c'est même vrai la plupart du temps. Mais qui n'a jamais écarquillé les yeux en regardant une démo technique de l'E-Cube? Qui n'a jamais inondé son parquet en bavant devant une cinématique en images de synthèse? Même s'il est à relativiser, le pouvoir des images est grand, tout comme sa capacité à nous faire rêver. Sur PC, l'une de ces grosses claques techniques portait le nom de Crysis. Pour pouvoir y jouer, des hordes de joueurs ont fait des heures supplémentaires ou économisé leur argent de poche pour s'acheter une nouvelle machine. Et ils n'ont pas été déçus. Crysis étant une claque monumentale, s'il mettait à genoux la majorité des PC, il se faisait rapidement pardonner avec ses sublimes plages de sable fin et ses forêts tropicales. Mais réduire Crysis à sa seule dimension technique serait une injustice phénoménale, le titre de Crytek étant un bijou de game design. Équipé d'une combinaison renforçant ses capacités physiques, le joueur était libre d'aborder les situations comme il l'entendait. À la fois simulateur de super-héros et FPS exigeant grâce aux divers modes de difficulté proposés, il reste l'un des meilleurs jeux PC de ces dernières années. Sa suite, Crysis 2, n'a malheureusement pas eu le même impact. Malgré son approche intéressante du FPS scripté, la perte de liberté, le scénario indigent et le développement sur PC et console en ont fait un jeu mal aimé des joueurs. 2 ans après cet épisode en demi-teinte, Crytek tente de rectifier le tir avec le nouveau chapitre de sa série, dénommé sans surprise Crysis 3. Ce dernier étant censé clore la trilogie et corriger les défauts du second épisode. Ne tournons pas autour du pot, l'objectif n'a pas été rempli et ce n'est définitivement pas avec ce jeu que Crytek regagnera ses lettres de noblesse. Attention! On est à sa merci! Bienvenue à New York, version 2.0. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, le scénario des Crysis. Oscillant entre série B et trip conspirationniste incompréhensible, cette composante n'a jamais été le point fort de la série. Il en va de même pour ce nouvel épisode. Prophet, un personnage central de la série, se réveille en plein New York 20 ans après les événements du précédent épisode. Cela aurait pu être l'occasion d'une folle virée shopping sur la 5e avenue si les taxis et fast-food n'avaient pas été remplacés par les aliens et la végétation. Prophet va donc devoir sauver le monde des griffes de méchants très méchants et voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de l'intrigue, on sauve l'humanité et on fait tout péter, c'est tout. Ce n'est pas intrinsèquement mauvais, c'est juste vide. Malgré cela, les développeurs ont décidé de mettre cette histoire au centre de leur titre en multipliant les passages narratifs. C'est Prophet, écoute-moi, ok? Ces modifications, c'est de qui? Certes, on peut zapper les cinématiques, mais cela ne résout pas le problème des séquences scriptées que l'on doit subir tout au long du jeu. Mention spéciale à cette scène située au milieu du jeu, où l'on doit suivre un compagnon pendant un bon quart d'heure, durant lequel on discute philosophie de comptoir, au calme, alors que le monde est sur le point d'être détruit. Dans un FPS censé être centré sur l'action, ça fait tâche. Saluons tout de même le retour de Psycho, que l'on pouvait apercevoir dans le tout premier Crysis et son extension. Durant la première moitié du jeu, il est l'instigateur de sympathiques moments de bravoure épissant le rythme de l'aventure, autrement très mou. Mais durant la seconde partie du jeu, surprise! Tous les personnages, y compris Psycho, se transforment en gentils petits canards nous servant une immonde soupe moralisatrice digne du journal de Mickey à base de sacrifices et de leçons sur l'humanité. Palpitant. Ça ressemble pas au psycho que je connais. J'ai changé. Le problème de Crysis 3 n'est pas son scénario vide, c'était déjà le cas pour le premier épisode. Mais ici, les développeurs nous l'imposent via de nombreuses scènes, gâchant une partie de l'expérience. Et ce n'est pas le game system qui va rattraper tout ça. C'est plein d'à propos. Maintenant, allons sauver le monde. Voulez-vous? Ok, on y va. J'ai besoin de renfort! Mon unité s'est fait dessouder! Quelle dégringolade!
Crysis marqua à son époque par ses niveaux ouverts et son exigence. Sa suite intrigua par ses niveaux linéaires, laissant tout de même une certaine liberté. Mais Crysis 3 n'a rien à offrir, ou tellement peu qu'y consacrer son temps reviendrait à le perdre. La nanosuit, une combinaison décuplant les capacités physiques de son propriétaire, est toujours présente. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop puissante. Les modes armure et invisibilité durent des heures, facilitant énormément le jeu. D'une manière plus générale, privilégier la furtivité rend le jeu extrêmement facile, au point qu'il est souvent possible de sprinter jusqu'à la fin de la zone sans tuer personne. Ce problème de difficulté gâche totalement Crysis 3, la campagne solo étant une promenade de santé. Pour vous donner une idée, le mode difficile est l'équivalent du mode facile du premier Crysis, et même la difficulté maximale n'offre qu'un défi assez basique. L'intelligence artificielle des ennemis est à blâmer. Rarement cette génération de consoles aura vu naître des soldats aussi cons. Ils courent dans les murs et se font bloquer par des portes. Ils ne réagissent pas quand leur pote Régis meurt à côté d'eux, et à aucun moment ils se disent « Tiens, mon pote vient de se prendre une flèche dans le genou, si j'allais voir d'où elle venait ?» Sur ce point, même Call of Duty fait mieux. Le sentiment de puissance ressenti est donc assez désagréable. Ce n'est pas vous qui êtes fort, c'est vos ennemis qui sont faibles. Et malgré leur nombre élevé, les battre est à la portée d'un gamin de 3 ans. Dire que l'on s'ennuie relève de l'évidence. Les niveaux sont eux aussi très décevants. Si leur taille est plus élevée que dans un shooter moyen, ne vous méprenez pas. Nous sommes ici devant un FPS des registres comme il en sort tous les mois. Les couloirs sont certes un peu plus grands que dans un Call of Duty, mais il n'en reste pas moins couloirs. Quant au script inhérent au genre, ils se distinguent par leur grand nombre et leur médiocrité. Des séquences censées impressionner ne font qu'endormir, et leur enchaînement bancal démontre clairement que Crytek ne sait pas en faire. Je crois que c'est mort. Heureusement, quelques éléments du gameplay viennent relever le niveau. La possibilité de pirater des mines, des portes ou des tourelles est intéressante, permettant aux plus fourbes de retourner les armes ennemies contre leur camp. Le mini-jeu permettant ces actions est d'ailleurs très sympathique malgré sa simplicité. La personnalisation du héros a été améliorée depuis Crysis 2. Comme dans un Dishonored, on cherche des kits d'optimisation dans les niveaux, puis on débloque une amélioration augmentant diverses caractéristiques comme la force, la précision ou la résistance. Le processus ne s'arrête pas là. En remplissant une condition précise, par exemple tuer tant d'ennemis d'une certaine manière, vous maîtriserez totalement cette augmentation, la rendant ainsi plus puissante. Côté personnalisation des armes, rien de neuf. Comme dans Crysis 2, on peut équiper et déséquiper en quelques clics ses armes de silencieux et de lunettes de sniper. Simple et efficace. Enfin, le dernier point intéressant de Crysis 3 est l'arc. Ouais, c'est l'arme furtive par excellence. Rarement un jeu vidéo aura rendu cette arme si jouissive à manier. On choisit son type de flèche, classique, électrique ou explosive. On bande son arc, on vise et on tire, le tout s'accompagnant de bruitage et d'animation rendant cette action incroyablement orgasmique. Alors oui, il ne faut qu'une flèche pour tuer un ennemi, et cette arme est beaucoup trop puissante, mais on n'est plus à ça près. D'autant plus que cette surpuissance concerne toutes les armes. L'auteur de cette critique a parcouru l'intégralité du jeu en mode difficile en n'utilisant que son arc et son pistolet silencieux, à l'exception de quelques boss fights s'éternisant. Les fusils sniper et aliens sont également très puissants, beaucoup trop puissants. Quant à la durée de vie, elle est tout simplement ridicule. 6 heures en difficile, moitié moins en mode normal. Et ce n'est pas la partie multijoueur qui viendra sauver tout ça, seul le mode Hunter présentant une quelconque originalité. Et même là, l'équilibrage du jeu est bancal. Si vous incarnez les soldats, il vous suffit de plonger dans l'eau entourant certaines arènes pour échapper aux prédateurs et vous gagnez la manche. Oui, Crysis 3 est magnifique. Certains décors sont à couper le souffle. L'herbe impressionne par sa beauté et les effets de particules donnent presque envie de pleurer de joie. Mais Crysis 3 est également capable du pire, en multipliant lors de sa seconde moitié les couloirs génériques, ne mettant pas en valeur ses graphismes. C'est d'autant plus dommage qu'il a été optimisé pour que tout le monde puisse y jouer sur PC sans trop de problèmes. Un PC datant de 2 ans permet de faire tourner la bête en mode standard, tout en restant bien plus beau que de nombreux autres titres récents. On aurait aimé que la partie sonore ait bénéficié du même soin. Les musiques sont génériques et bien moins convaincantes que celles de Crysis 2, et les dialogues sont souvent inaudibles à cause de la bande-son beaucoup trop mise en avant. Il conviendra de faire un saut par le menu de réglage. Le sel produisait de l'énergie gratos. Ils ont pas tardé à se tailler le monopole. De là à dire que Crysis 3 est une horreur, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas.
Certes, le titre n'a pas grand-chose pour lui, mais ce n'est pas une honte comme l'a été 007 Legends. En fait, ce jeu est vide. Ni bon ni mauvais, il est comme ces pâtes premier prix que l'on fait cuire dans des litres d'eau sans sel ni épices. Ça se laisse jouer et ça s'oublie vite. La campagne solo donne également la sensation d'avoir été terminée à la va-vite, la deuxième moitié du jeu étant carrément faiblarde. Et pour finir, la version PC du titre est uniquement disponible sur Origin. Si vous y êtes allergique, et on vous comprend, vous aurez une raison supplémentaire de ne pas jouer à Crysis 3. Mais si ce jeu est dispensable, il y a un cas de figure où il peut être intéressant. Si vous rêvez de devenir le prochain Rambo ou Green Arrow, que les arcs exercent une fascination presque fétichiste sur vous, alors vous devriez y jouer, tant ce titre est une déclaration d'amour à ce bout de bois sublimé par une ficelle. Mais ce trip vaudrait tout au plus 5 €, pas 50. On vous conseille donc de passer votre chemin pour faire ou refaire le premier Crysis, toujours aussi beau et bon. Espérons que Crytek se ressaisisse et se remette à faire de bons jeux. Cela semble être le cas côté multijoueur, les premiers retours sur Warface, leur premier FPS free-to-play, étant très positifs. Quant au jeu solo, il ne nous reste plus qu'à attendre la sortie prochaine de Homefront 2. Vous avez le droit de rire. Je sais pas ce que c'était, mais c'est mort. Pour terminer avec les jeux que j'ai bien aimés dernièrement, c'est Monsieur Poulpe, ce coup-là, qui m'a fait découvrir un jeu qui s'appelle Zombieville USA 2. Forcément, vu que c'est Monsieur Poulpe, c'est un jeu payant. C'est une vanne. C'est entre nous. Voilà. Il coûte 2 € et quelques, je crois. Et franchement, c'est juste trop bien. Alors, Zombieville USA 2, j'adore les graphismes, parce que ça me rappelle Castle Crusher. J'ai adoré Castle Crusher. Mais en fait, c'est Castle Crusher pour les zombies. Voilà. On a notre personnage, on peut acheter des personnages avec la monnaie du jeu. Hein. Avec la monnaie du jeu, on peut acheter des personnages, etc. On tue des zombies. Si on tue des zombies, on tue plein de zombies, on ouvre une autre ère de jeu où les zombies sont plus nombreux et plus puissants. Et on avance comme ça, et on avance jusqu'à des aires de jeu où il y a des zombies partout, où c'est quasiment impossible d'avancer. Mais plus on joue, plus on gagne d'argent, plus on peut acheter des équipements, plus on peut faire lever ses armes. Au début, le fusil à pompe, il est pas cool. Et à la fin, le fusil à pompe, il est trop bien, il explose des zombies de super loin, etc. On peut acheter des grenades, des trucs comme ça. Et le truc qu'il y a de bien, c'est qu'ils se jouent à deux. C'est-à-dire qu'on peut, en Wi-Fi ou en Bluetooth, avec Poulpe, on jouait sur nos tablettes, pardon, j'ai failli dire une marque. Avec nos tablettes, on jouait dans le train et on jouait à deux à un jeu où on avance, où on tue du zombie et on cède. Parce que moi, par exemple, j'ai acheté un truc qui permet de redonner de l'énergie et je pose par terre l'énergie, Poulpe reprenait l'énergie, etc. Et on défouraillait sur des zombies à tout va. Il y a un lance-flamme, il y a toutes les armes possibles. C'est vraiment bien, j'adore les graphismes. Voilà, Zombieville USA 2. Maintenant, on regarde un reportage sur SimCity qui est un jeu beaucoup plus calme finalement. Disponible incessamment sous peu sur PC et Mac, le prochain SimCity est clairement attendu par une large communauté de joueurs. Des joueurs qui espèrent que cette longue attente de plus de 10 ans aura valu le coup. En attendant, Electronic Arts organisait il y a quelques jours une petite soirée durant laquelle nous avons pu échanger avec des membres de l'équipe de développement, mais aussi des artistes ou encore des urbanistes qui nous ont fait part de leurs réflexions sur SimCity et sur les rapports qu'entretiennent les jeux vidéo avec la vie d'une manière générale. SimCity, ça n'a jamais prétendu être une vraie simulation de ville au sens où on ne pourra jamais, en tout cas avec les performances actuelles des ordis, modéliser la complexité d'une ville. C'est pas possible et c'est pas souhaitable d'ailleurs parce que ce qui fait la richesse d'une ville, c'est qu'elle est beaucoup trop complexe pour être appréhendée et modélisée. Maintenant, c'est vrai que SimCity permet de comprendre un peu mieux des mécanismes un peu fondamentaux qui font que quand on va avoir un quartier résidentiel à tel endroit et un quartier commercial à tel endroit, il faut qu'il y ait un bassin d'emploi à tel autre. Des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui moi, quand j'étais jeune et quand j'ai commencé à jouer à SimCity, m'ont servi un peu d'aiguillage pour me dire eh ben ça m'intéresse et ça j'ai envie d'aller creuser le sujet pour comprendre cette complexité qui quand j'ai vu la limite de SimCity, en fait, je me suis dit il faut que j'aille creuser un peu plus et ça a conduit à mes études de géographie qui sont arrivées plus tard. Un
un point qui me semble intéressant, c'est qu'en ce moment on parle beaucoup de Smart City, ville intelligente. C'est un sujet qui fait pas mal de bruit du côté de grands acteurs comme IBM, etc. Et puis beaucoup de collectivités qui essayent de se positionner sur ce sujet. C'est un sujet qui est assez compliqué parce que l'idée de la Smart City, c'est de dire on peut modéliser la ville, on peut la paramétrer, enfin on peut en tout cas comprendre les paramètres qu'il y a derrière une ville et avec certains mécanismes faire en sorte qu'elle aille mieux. Et c'est quelque chose qui est très lié à la pensée de SimCity. Et on se rend compte qu'il y a peut-être en tout cas SimCity permet de montrer qu'il y a peut-être des défauts, des limites à cet exercice et qu'il serait bon parfois de s'interroger sur cette fameuse complexité que j'évoquais tout à l'heure. J'ai pas bossé sur ce SimCity, voilà. Je pense qu'effectivement ils ont dû, et ça se voit dans ce nouvel opus, qu'ils ont essayé d'intégrer pas mal de réflexions plus contemporaines parce que avec le temps qui s'est écoulé, il y a eu des nouvelles réflexions dans l'urbanisme, la géographie, etc. Et on sent qu'ils ont intégré. Moi, ce qui m'a le plus marqué quand j'ai essayé le tutoriel de cet opus, c'est que, et c'est vraiment tout bête, et ça va paraître sûrement tout bête, mais ça a vraiment fait presque un choc pour moi, c'est que maintenant on n'est plus obligé de faire des routes rectilignes, on peut faire des routes curvilignes. Et ça change tout parce qu'on sort du modèle américain, du quadrillage américain, qui était à mon avis de plus en plus critiqué parce que nous autres joueurs occidentaux, européens, et puis probablement aussi des joueurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud s'y retrouvaient pas. Et voilà, le simple fait qu'on puisse faire ça montre que pour moi il y a eu une vraie réflexion. Ça se traduit par un élément qui est très bête de mécanisme de gameplay, mais au final ça me semble significatif de cette intégration. Après j'ai pas pu tester le jeu en profondeur, il faudrait que j'approfondisse pour voir ce qui a pu changer, mais je suis sûr que j'arriverai à trouver par petites touches des choses qui montrent qu'il y a une prise en compte de ces évolutions. On peut effectivement comprendre que cette série, avec le succès phénoménal qu'elle a connu, génère des réflexions autour de la ville. On imagine également qu'elle a suscité bon nombre de vocations, comme nous l'explique le directeur créatif Ocean Quigley. So one of the things that's cool about SimCity is it's about real things. You know, most of us live in cities and we look around and there's roads, there's factories, there's water supplies, there's power. And so a game like SimCity kind of takes all these things that are familiar and, you know, you take for granted. And instead of having them just be the familiar background, it makes them the subject. It makes you look at them afresh, makes you look at them with new eyes and understand them as systems. You know, they're not just a magic light switch. You turn the light switch and power comes on. There's a whole infrastructure behind that. And, you know, the fuel for the power plant came from somewhere, and then the power came from somewhere, and it got to where you are now. And so one of the things that's cool about SimCity is, you know, you're not running around a corridor with a shotgun shooting at aliens. You're building a built environment like the ones that you live in yourself. And so once you see the world like that, then it makes you want to participate in it. It makes you want to, you know, make your own decisions. It makes you want to make choices and changes in the real world that reflect some of the things that you could do in the fantasy. À titre personnel, ça a clairement suscité ma vocation, ça c'est sûr et certain. Alors, je sais pas si c'est parce que voilà, j'aimais peut-être la ville au fond de mon cœur et j'ai aimé SimCity parce que je l'aimais, ou alors c'est parce que j'aimais SimCity que ça m'a amené à aimer la ville, mais en tout cas, les deux sont venus en même temps et ça m'a poussé à devenir géographe. Et d'après ce que je vois, on est beaucoup de jeunes hommes, aussi un peu de jeunes femmes, parce que c'est vrai qu'il faut en parler, c'est un jeu qui est quand même moins genré que d'autres jeux qu'on a pu connaître à notre génération. Ça a pas mal servi de vocation. En tout cas, ça a suscité un intérêt pour la ville, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière et comment ça marchait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce que si j'appuie sur tel bouton, ça va changer quelque chose à tel quartier, etc. Je pense que ça a clairement inspiré en tout cas une urbanophilie, on va dire, qui nous a amené vers nos études. Après, géographe, urbaniste, et puis beaucoup d'autres, architectes, etc. On trouve ainsi de plus en plus de joueurs dans la population active. On peut alors se demander dans quelle mesure ce type de jeu peut influer sur notre manière de percevoir la ville. Mon rapport aux jeux vidéo dans l'urbanisme, il est aussi d'essayer de comprendre comment les deux choses se nourrissent l'une et l'autre. C'est-à-dire que les jeux vidéo se sont beaucoup nourris de l'urbanisme, et SimCity on le voit, et inversement, l'urbanisme aujourd'hui gagnerait à se nourrir de jeux vidéo. Le problème, c'est que ils le font pas très bien. C'est quelque chose qu'avec quelques autres, on essaye de porter. C'est d'essayer de montrer qu'il y a des choses dans le jeu vidéo, et notamment dans le jeu indé, qui pourraient être extrêmement inspirantes pour essayer de faire autre chose de la ville et de l'urbanisme que ce qu'on fait actuellement, qui est un peu actuellement je trouve un peu sclérosé, en tout cas dans la créativité, dans la manière de faire, dans l'innovation en fait. Et je trouve que voilà, le jeu vidéo pourrait apporter beaucoup
Tu m'as posé la question de est-ce que des géographes, des urbanistes ont bossé sur les jeux vidéo. Moi j'aimerais bien poser la question inverse, comment est-ce que des gens du jeu vidéo pourraient aller voir des cabinets d'urbanisme, etc. et leur apporter un peu ce savoir-faire, cette manière d'immerger la personne dans un univers un peu différent, fantaisiste et assez jouissif au final. Alors après on peut s'interroger sur les limites du jeu vidéo, sur tel ou tel point, mais je crois que le vrai point c'est que il y a une différence générationnelle qui est liée au fait que les décideurs, ils n'ont pas spécialement été des gros gamers. Heureusement, ça change, ne serait-ce qu'avec l'arrivée des nouveaux des gamers à certains postes un peu de décision. Et puis aussi parce que on parle de choses comme gamification, serious gaming, etc. Ça permet de démocratiser un peu l'idée de jeu vidéo. Moi, je veux pas qu'on rentre dans ce chemin-là parce que je suis pas un gros fan de la gamification, autant être clair comme ça, mais c'est pas inintéressant. En tout cas, ça permet de progresser un peu et de faire progresser cette espèce de vase communicant que j'évoquais tout à l'heure. On attend maintenant de voir si le dernier SimCity arrivera à susciter autant d'enthousiasme, de réflexion et de vocation que ses prédécesseurs, et on vous invite à suivre la critique de ce dernier, diffusée dans un 100% à venir. Eh bien voilà, ce 101% est terminé, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer. C'est vrai que le téléphone portable quand même maintenant, j'emporte quasiment plus mes autres consoles portables avec moi, donc c'est cool de trouver des bons jeux pour passer le temps. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.